je veux creuser, ce que je veux creuser aujourd'hui. Cette philosophie issue d'Aristote, Spinoza s'en dissocie. C'est pas juste un autre philosophe, c'est pour ça que c'est quand même un grand philosophe, un grand penseur, c'est pas un philosophe juif de plus dans la tradition de Maïmonide et de tous les autres. Spinoza s'en dissocie, c'est ce qu'explique encore très bien et très clairement Wolfson, notamment avec sa théorie des modes. Wolfson dit que c'est finalement ce qu'il y a vraiment de nouveau dans la pensée, c'est les modes chez Spinoza. C'est pas la substance, c'est pas sa manière de penser la substance dans l'éthique. Là, il reprend des choses qui le précédaient. C'est sa question de sa théorie des modes. Pour inventer une pensée inédite, la pensée de Spinoza donc, qui puisse débattre et rivaliser en les questionnant avec ses influences majeures. Ce qu'explique très bien Wolfson, c'est les influences majeures de Spinoza, c'est pour commencer Aristote, évidemment, et subsidiairement Maïmonide et Descartes. Tous ces gens-là, Maïmonide, ça va de soi, mais Aristote et Descartes, parlent amis des textes philosophiques hébraïques. N'oubliez pas ce que j'ai dit la dernière fois, Spinoza n'a eu accès au latin, n'a étudié le latin qu'à partir de 20 ans. Pour un penseur, pour un philosophe qui allait demeurer, je ne sais pas si c'est qui sonne à la porte, c'est pas grave, quelqu'un qui sonne en bas de l'immeuble. Et comme je n'attends personne, je me dérange pas. Qui allait demeurer dans l'histoire de la philosophie et qui était un grand génie, c'est quand même extraordinairement tard. Donc, je vais y revenir aujourd'hui, mais toute sa pensée s'est élaborée en passant par une langue qui n'était pas la langue de la philosophie. Parce qu'il a été élevé jusqu'à ses 20 ans par des rabbins et selon des mœurs qui étaient les mœurs de la communauté juive religieuse d'Amsterdam au XVIIe siècle. Même s'il a eu accès à des textes de philosophie et dont Wolfson explique, ce sont de très bons textes, c'était des très bons philosophes, c'était de très grands philosophes. Il dit Maïmonide, c'est ce qu'on peut dire de plus clair, ce qu'on peut exprimer de plus clair pour traduire la pensée d'Aristote. C'est un des aristotéliciens les plus raffinés de tous les temps, Maïmonide. Ça, c'est une première chose. Premier point, si vous voulez, à interroger, à questionner. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Spinoza exactement? D'autre part, Wolfson décèle dans le style, mais non dans le fond, si original de Spinoza, et parfois si alambiqué et labyrinthique de l'éthique, une reprise du style talmudique, questionnant, tourbillonnant, auto-contextuel, auto-référentiel et hyper-allusif, quelque chose qui désarçonne quand on commence à lire l'éthique, si on n'a pas en tête ce que sont les textes juifs traditionnels, le Talmud en particulier, mais des textes auxquels Spinoza fut formé toute son enfance et son adolescence, jusqu'à ses 20 ans, c'est énorme. C'est énorme pour un génie, c'est énorme pour quelqu'un qui n'est pas un grand génie, mais pour un génie, c'est énorme. Je crois me souvenir que Pascal a appris le latin à 5 ans en lisant des petites légendes au bas des tableaux en latin. Vous comprenez pourquoi c'est important? Parce qu'on ne peut pas comparer Spinoza, de ce point de vue-là, à Descartes, ou à Leibniz, ou à un Pascal, ou à quelque penseur chrétien que ce soit, qui était initié au grec et au latin dès la petite enfance. Vous allez voir pourquoi c'est si important. C'est qu'on va, je vous le dis maintenant, on n'est pas dans un film policier, donc c'est pas la peine de faire du suspense, c'est que Spinoza, du coup, n'arrive plus à penser l'enfance. Spinoza est amputé d'une pensée de l'enfance. C'est là que je vais en venir aujourd'hui. Il ne s'initie donc au latin, qui est sa langue d'écriture, puisqu'il écrit en latin, en hollandais un peu, il parlait très mal le hollandais, mais aussi surtout en latin, pour l'éthique, et pour le TTP, pour le Tractatus Theologico-Politicus, et qui est donc sa langue de communication, mais non sa langue de pensée, puisqu'il ne s'exprime dans cette langue qu'à partir de ses 20 ans, qu'à partir de l'âge de 20 ans. Ça ne peut pas être sa langue de pensée, on ne commence pas à penser à partir de 0 à 20 ans quand on est un génie, et quand on est un penseur de toute façon. Alors,
je vais vous donner un petit exemple. C'est très intéressant parce qu'à un moment, ça ressurgit parfois, quand on connaît la pensée juive et le Talmud par exemple, entre les lignes chez Spinoza, et personne ne le voit et personne ne le sait, à part ceux qui connaissent les sources originelles. Donc, par exemple, il y a un moment où Spinoza évoque une impossibilité qui est du même titre que l'impossibilité pour un triangle, que les trois angles d'un triangle ne soient pas égaux à deux droits. Voilà, une sorte d'impossibilité absolue. Et il donne un autre exemple, il dit c'est aussi impossible que d'imaginer qu'un éléphant passerait par le chat d'une aiguille. Alors vous lisez ça, vous dites tiens c'est intéressant, ça me rappelle autre chose, ça me rappelle une phrase célébrissime du Christ qui dit qu'il sera aussi difficile à un riche d'entrer au paradis qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Mais il n'est pas question d'éléphant dans l'évangile. D'où vient cette idée de Spinoza? Eh bien, si vous avez lu le Talmud et si vous avez lu le traité Berachot, je crois que c'est la page 16, mais je ne me souviens plus exactement, ce sont des formules talmudiques. Et donc, du coup, il est très probable que même le Christ, même l'évangile, puisque j'ai dit que le Christ, on ne savait pas qui c'était, même l'évangile, et la phrase du Christ, elle est d'origine probablement mishnaïque. C'est-à-dire, c'était sans doute une parabole ou une formule qui venait des discussions dans les yeshivot, ou en tout cas d'origine mishnaïque, qui précède, j'en avais parlé une fois, je crois, qui historiquement précède de quelques siècles l'avènement du christianisme, où on dit que c'est une impossibilité pour un éléphant, peut-être aussi pour un chameau, mais dans le Talmud, et on parle aussi d'un éléphant, de passer dans le trou d'une aiguille. Et donc, évidemment, Spinoza, qui a été abreuvé toute son enfance de lecture de la Guémara, ça lui vient spontanément. Vous voyez, il y a comme ça des choses qui affleurent à la surface, qui montrent qu'on comprend comment il a été éduqué. Voilà. Ce n'est pas sa pensée. Sa pensée, elle n'est pas talmudique, son style est talmudique. Pour résumer en une phrase que je suis en train de vous dire. D'autre part, Wolfson ne nie pas, mais il passe